Et à partir du moment où on tente de vous empêcher de dire que 2 et 2 font 4, alors c'est qu'il y a un problème. Les milliers de menaces de mort, d'insultes. Il y a une peintre qui a peint ma décapitation. Je suis désolée, dire la vérité n'est pas une forme de violence. À partir du moment où on ne sait pas définir ce qu'est une femme, c'est un peu compliqué de se dire féministe. Des opérations qui parfois, honnêtement, sont proches de la boucherie. Actuellement, ce sont principalement des femmes qui transitionnent. Il n'y a pas de fin parce que vous ne pourrez jamais devenir une personne du sexe opposé. Il y a aussi l'insatisfaction avec leur corps qui parfois les mène à ne plus du tout avoir envie de vivre et pour certains c'est encore pire après. Alors c'est un livre et c'est un sujet qui fait énormément parler en ce moment, Transmania, que ses auteurs qualifient d'enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, publié aux éditions Magnus. J'ai le plaisir de recevoir les deux auteurs de ce livre, Dora Muto, journaliste, et la podcasteuse et ancienne fémène Marguerite Stern. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez Front Populaire. Alors comme je disais, pour introduire cet entretien, c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui, notamment grâce ou à cause de la mairie de Paris, qui a exigé le retrait d'une affiche de votre livre de l'entreprise JCDecaux. Alors, il y a même une pétition qui circule en ce moment pour interdire la circulation de ce livre. Mais alors, paradoxalement, cette censure qui vous frappe, est-ce que ce n'est pas le meilleur aveu que ce sujet dérange et que ce livre est nécessaire ? Si, tout à fait. C'est-à-dire que dans ce livre, on décrit ce qu'on appelle la transmania, c'est cette frénésie autour du sujet trans. Et là, encore une fois, la mairie de Paris vient de nous prouver exactement tout ce qu'on raconte dans le livre, point par point. C'est-à-dire que dans ce livre, on dénonce la censure autour de ce sujet-là. Aujourd'hui, il suffit de dire un truc tout simple, une femme est une femelle adulte humaine, pour que tout d'un coup, il y ait plein de gens qui vous insultent de transphobes et qui, en fait, vous empêchent de parler. Et là, c'est exactement ça qui se passe. Et en fait, la mairie de Paris a fait une grave erreur en faisant ça, parce qu'en censurant les publicités pour ce livre, eh bien, notre livre a été propulsé premier des ventes de livres sur toute la France, sur tous les livres, sur Amazon. On a aussi le cas, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi JCDecaux, donc l'entreprise qui affiche, Oui. qui l'a retiré parce que, si je ne me trompe pas, ce n'était pas conforme, d'après ce qu'ils disent, à leur charte déontologique. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont lu le livre pour le dire ? Et quelque part, c'est un peu quelque chose que vous racontez dans ce livre, justement, la relation des entreprises avec justement la question de la transsexualité ou du transgenrisme. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais est-ce que vous voulez réagir aussi à ça ? Oui, enfin, JCDecaux a baissé la tête. On imagine bien qu'ils ont certains intérêts avec la mairie de Paris en termes d'affichage, peut-être autour des Jeux Olympiques aussi. Enfin bon, je pense qu'ils ont leurs propres raisons, mais les raisons qu'ils ont données ne sont absolument pas valables et on verra comment on décide de réagir face à ça. Alors pourquoi ce livre et pourquoi vous avez cette envie de tant débattre de ce sujet depuis plusieurs années ? On vous suit depuis plusieurs années, c'est vrai que c'est un sujet, on sait, qui vraiment vous est cher. Mais pourquoi finalement, pourquoi ce combat-là plus qu'un autre ? En fait, c'est un combat qui s'est un peu imposé à nous. C'est-à-dire qu'avec Dora, on était toutes les deux dans les milieux féministes, chacune occupée sur notre sujet. Dora, avec son compte Instagram Tajoui, sur le sujet de la sexualité féminine. Moi, c'était donc en 2019, ça a commencé. Moi, j'étais très occupée avec mes collages contre les féminicides. Et en fait, on a vu le sujet trans commencer à prendre de plus en plus de place dans le féminisme. Dora a été sommée de parler de pénis de femme. Moi, j'ai vu mon esthétique, donc mes collages sur des feuilles A4, être complètement détournée, parce qu'au départ, c'est une esthétique au service des femmes assassinées par leur conjoint ou ex. Et j'ai vu des femmes commencer à afficher des collages « Une femme trans est une femme ». Et bon, bref, on a vu toutes les deux, le transgenrisme vraiment commencer à s'infiltrer dans le féminisme, à prendre de plus en plus de place. Et ça nous a posé question, parce qu'il nous semble que... déjà, à partir du moment où on ne sait pas définir ce qu'est une femme, c'est un peu compliqué de se dire féministe, parce que les femmes sont quand même censées être l'objet central du féminisme. Et puis, il nous semble que ce sujet-là a commencé à devenir tellement central au point d'évincer d'autres questions. Donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé urgent, important de réagir. Et puis,
Donc ça fait 4 ans qu'on s'exprime sur ce sujet-là. Et pourquoi est-ce que ça a duré tant de temps? C'est parce que justement, on a subi tellement de censure, tellement de violence, on a tellement été muselés, enfin on a tellement tenté de nous museler sur ce sujet que finalement on s'est dit qu'il y avait un problème là-dessus. Que si on voulait nous empêcher de parler, de dire des choses toutes simples, nous au début on était sur une analyse presque un peu premier degré, hein, en fait, non, une femme est une femelle, un homme est un mâle. Les hommes n'ont rien à faire dans les compétitions sportives des femmes, les hommes n'ont rien à faire dans les vestiaires des femmes. Rien que de dire des simples vérités comme ça qui peuvent paraître mais absolument évidentes pour tout le monde, ça faisait bondir certaines de nos amies féministes entre guillemets, et donc on s'est dit qu'on touchait vraiment à quelque chose d'important et qu'il y avait aussi un grand enjeu de liberté d'expression en fait, et qu'à partir du moment où on tente de vous empêcher de dire quelque chose de très très simple, quelque chose d'aussi simple que de dire que 2 et 2 font 4, alors c'est qu'il y a un problème. Et voilà pourquoi notre opposition a duré si longtemps que ça, elle dure depuis 4 ans. Et donc on s'est dit qu'au bout de 4 ans, en fait, c'était important à la fois pour nous et à la fois pour les personnes qui nous suivent, et puis peut-être plus largement pour la France, pour notre pays en fait. C'était important de formaliser notre pensée dans un livre, parce qu'on nous accuse souvent voilà, de transphobie, d'être des personnes violentes. Alors on se dit que c'est peut-être les réseaux sociaux qui font ça, peut-être que dans un tweet ou une story Instagram, on nous comprend moins bien, les propos peuvent être tronqués. On s'est dit que là, dans un livre, c'était voilà, que le message allait peut-être mieux passer, et que finalement, on est à une place de lanceuse d'alerte en fait. On se conçoit vraiment comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce livre-là. On veut lancer l'alerte sur un sujet qui nous semble dangereux pour la France. Alors c'est un combat qui vous a coûté financièrement, ça vous l'expliquez dans le livre, vous nous l'aviez aussi raconté l'année dernière, Dora Muto, quand vous étiez venu ici. Alors je suis obligé de vous poser une question, de vous demander aussi si quelque part à l'inverse, c'est pas devenu aussi pour vous quelque part un combat qui désormais vous rapporte en tant que typiquement vous faites un livre. Est-ce que justement vous pouvez nous assurer que c'est pas devenu une sorte de contre-business finalement? Ah non, si c'était un contre-business, ce serait vraiment ce serait génial, j'ai envie de vous dire, mais ce n'est absolument pas le cas. Je veux dire, tout le monde sait aujourd'hui que quand on écrit un livre, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur les livres, à moins qu'on en vende vraiment peut-être plus de 200 000 en France, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, bon, il a beau être premier des ventes, c'est très difficile de vendre beaucoup de livres en France, sachant que les gens lisent de moins en moins. Je veux dire, il est impossible aujourd'hui de faire des partenariats avec des marques quand on a notre position. Il est très très difficile de se faire embaucher dans des rédactions en tant que journaliste ou podcasteuse. Avec mon compte Tajoui sur la sexualité féminine, quand j'étais du bon côté, quand j'étais soi-disant une féministe branchée, croyez-moi, je gagnais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus d'argent. C'est incomparable. Donc financièrement, s'engager sur ce sujet est une énorme perte financière, et si on le fait, ce n'est absolument pas pour ces raisons-là. Croyez-moi, il y a d'autres sujets sur lesquels aller pour s'en mettre plein les poches. Vous auriez pu être tentées toutes les deux d'ailleurs finalement de dire, de faire amende honorable et de rentrer dans le rang, dans le moule qu'on vous imposait. Ça vous a pas tenté à un moment? Mais je crois qu'on a un caractère avec Dora qui est qu'on n'aurait juste pas pu, en fait. C'est-à-dire que nous, c'est un peu l'amour de la vérité. Avant tout, on n'est pas capable de mentir. Donc, c'est comme ça s'est fait comme ça. On a subi beaucoup de choses. Dora a perdu tous ses contrats. Moi, j'ai été frappée en manifestation. Impossible de retrouver un emploi. On a du harcèlement judiciaire. Je veux dire, nous, on doit payer pour des procès, quoi. Il faut se rendre compte un peu que quand on se fait attaquer en justice comme ça a un énorme coût, même si nos communautés sur Internet nous aident beaucoup. On est dans des situations relativement précaires en parlant de ce sujet. Donc, c'est absolument tout l'inverse. Donc, si on l'a fait, c'est justement parce que pour rester droite dans nos bottes, pour avoir notre conscience pour nous, en fait, pour bien dormir le soir, et parce que je pense qu'on aurait été incapable en fait de rester justement dans une posture féministe, commerciale entre guillemets, qui aurait pu devenir très lucrative. On était des petites égéries montantes du féminisme. En 2019, tout s'est un peu écroulé pour nous, mais voilà, c'était la vérité avant tout. Alors,
on a le sentiment que vous êtes uniquement deux anciennes féministes sur le sujet. Alors j'imagine bien évidemment qu'il y en a d'autres sans doute beaucoup moins médiatisées, mais c'est vrai qu'il y en a relativement peu. Vous êtes attaqué violemment par justement une bonne partie des féministes actuelles. Est-ce que justement vous vous considérez comme féministe repenti ou bien au contraire, vous vous considérez que vous êtes, vous, dans le bon féminisme, si tant est qu'il y a un bon féminisme? Avec Dora, on s'est un peu éloigné des milieux féministes, en fait, parce qu'on trouve que y a quand même, les milieux militants, il y a quand même beaucoup de violence, et puis il y a quand même une sorte de dictature de la pensée unique, quel que soit le camp. Et nous, on a beaucoup de mal avec ça, parce que justement, le sujet du transgenrisme nous a appris à voir au-delà des étiquettes, et à essayer de penser par nous-mêmes. Donc voilà, on a beaucoup de mal avec les milieux féministes. Mais on peut considérer que ce qu'on a écrit, c'est quand même un livre féministe, dans un certain sens, parce que c'est un livre qui défend les droits des femmes. Alors, on ne s'arrête pas à ce sujet-là et on va beaucoup plus loin. On analyse l'idéologie transgenre aussi comme une menace pour la société entière, comme un véritable projet politique qui peut nuire absolument tout le monde, aux hommes y compris. Mais voilà, on parle aussi quand même beaucoup de la question, notamment des adolescentes, des jeunes femmes qui se font embrigader dans les milieux trans, de la question des sports, des femmes qui sont violées en prison parce qu'elles sont enfermées avec des codétenus hommes qui se disent femmes. Donc dans ce sens-là, pour nous, on est quand même resté dans une posture féministe. Et puis, on a monté une association qui s'appelle Feméliste. Évidemment, le terme est inspiré du mot féministe, mais voilà, avec un petit décalage. Donc oui, dans une certaine mesure, on reste féministe, mais le problème, c'est que le terme féministe, aujourd'hui, a été pris d'assaut par le féminisme dit queer ou intersectionnel. Et aujourd'hui, vu que c'est elles qui prennent le plus d'espace médiatique, il y a beaucoup de gens qui pensent que féministe, ça veut dire ça. Et du coup, effectivement, il y a une forme de bataille autour de ce terme. Il y a un autre sujet aussi, et vous l'avez évoqué, qui m'intéresse, moi, c'est la violence. La violence, vous venez de le dire, vous avez été frappé, vous avez été cancellé en quelque sorte, on a attaqué vos revenus, c'est quand même une violence particulière, et on a l'impression que cette violence, d'un point de vue purement extérieur, est tolérée et acceptée, alors qu'à l'inverse, on va vous dire, par exemple, si vous dites qu'un homme est biologiquement un homme pour sa biologie, on va vous dire que vous êtes d'une grande violence. Donc il y a une sorte de paradoxe, on a un peu du mal à comprendre ce traitement de faveur par rapport à où est la véritable violence finalement. J'estime que c'est nous qui c'est nous qui subissons une véritable violence concrète. Je veux dire, les milliers de menaces de mort, d'insultes, ce harcèlement judiciaire, enfin je veux dire, c'est une violence du quotidien, c'est aussi plein de petits gestes, c'est plein de petites choses bizarres qui se passent. Voilà, je sais pas, par exemple, on peut plus laisser de commentaires ni sur Amazon, ni sur la Fnac, sur nos livres. Enfin, c'est plein de petites choses bizarres comme ça, des annulations soudaines. Enfin, c'est très très difficile à vivre. Tandis que, je suis désolée, dire la vérité n'est pas une forme de violence. Dire à une personne qui est un mâle, qui a fait des opérations pour ressembler à une femme, dire à cette personne « vous êtes un homme transféminin et non pas une femme biologique », ce n'est pas un appel à la haine, ce n'est pas une forme de violence, c'est juste que il faut utiliser les mots correctement au bout d'un moment. Et voilà, je ne vois pas le problème à dire ça, dans le sens où si ça vexe la personne, j'en suis désolée, mais c'est que la personne a quelque chose à régler avec elle-même et cette personne a besoin de faire face avec sa propre vérité. C'est pour ça que les gens nous qualifient tout le temps de violentes. C'est parce qu'on est face à des gens, en fait, qui vivent dans un mensonge. Et quand on vit dans un mensonge, eh bien, toute forme de vérité qui vient vous rappeler, en fait, que vous vivez dans un mensonge peut effectivement sembler douloureux. Mais dans ce cas-là, il faut régler le problème de son propre côté. Et puis, on remarque que l'idéologie transgenre repose beaucoup sur des mécanismes d'inversion. C'est-à-dire que à nous et aux femmes qui pensent comme nous, on nous fait subir des choses innommables. Par contre,
enfin, des choses innommables, je veux dire, enfin, faut peut-être quand même les décrire, en fait, aussi. C'est que y a des femmes qui sont frappées en manifestation, mais je veux dire, partout dans le monde. Il y a eu le cas de la militante Posy Parker, par exemple, qui a dû être exfiltrée par la police. Elle se trouvait, enfin, vraiment, les vidéos sont d'une violence extrême. Elle se trouvait au milieu de centaines de militantes transgenres qui étaient venues l'agresser lors d'une conférence publique qu'elle donnait, quoi. Il y a eu aussi la championne de natation Riley Gaines, qui était venue donner une conférence dans une université. Pareil, elle a dû être exfiltrée par la police à cause d'une foule, mais vraiment en délire. Et on a l'impression que cette foule-là aurait pu vraiment porter atteinte à son intégrité physique s'il n'y avait pas eu la police, quoi. Donc, on parle vraiment de violences quand même assez graves et qui font partie de la culture transgenriste. Il y a une vraie esthétique de la violence dans ce mouvement. C'est-à-dire que sur des sites comme Etsy.com, vous avez des t-shirts Kill the TERF. Donc les TERF, c'est les femmes comme nous qui pensent qu'être une femme est une femelle. Ça veut dire TERF, c'est Trans Exclusionary Radical Feminist. Vous avez ce même type de t-shirt Kill the TERF avec des kalachnikovs aux couleurs du drapeau trans. Voilà, enfin, certains militants parfois qui vont appeler à prendre les armes, à nous frapper, à nous violer. Moi, on a aussi, il y a une peintre qui a peint ma décapitation. Enfin, je veux dire, les violences, voilà le type de violence dont on parle. Il y a aussi des attentats terroristes au nom de l'idéologie transgenre. Il y a par exemple une jeune femme qui s'appelle Audrey Hale qui a tué 8 personnes dans son université et qui a laissé derrière elle un manifeste qui n'a pas été révélé au grand public, mais sur le sujet de l'idéologie transgenre. Donc, on ne dit pas que toutes les personnes trans sont des terroristes, loin de là, mais il y a quand même, au nom de cette idéologie, des attentats qui ont été commis. Et donc, pour revenir à ce que je disais au départ, il y a une inversion constante, en fait, dans le monde du transgenrisme. C'est-à-dire que nous, on ne fait que dire des réalités biologiques, on ne s'attaque jamais nommément aux personnes trans, enfin voilà, il n'y a jamais d'appel à la haine, tout ça. On nous dit qu'on est extrêmement violente, alors qu'en face, on appelle à nous tuer. Les inversions, elles reposent aussi sur... Enfin, on dit tout simplement voilà, qu'un homme est une femme, que la transidentité, la dysphorie de genre, ce n'est pas une maladie, mais par contre, il faut la rembourser par la sécurité sociale. Enfin voilà, il y a des inversions en permanence. Et on pense que voilà, l'inversion constante comme ça crée une sorte de brouillard mental qui finit par déposséder complètement les gens de leur cerveau. Et en ce sens-là, c'est un système de pensée un peu totalitaire. Mais après, vous pouvez aussi comprendre que pour certaines personnes, elles puissent recevoir certaines remarques de façon violente. D'ailleurs, vous en parlez dans le livre. Hein. On sent qu'il y a des moments où vous vous interrogez un petit peu justement sur comment perçoivent les personnes en face de vous quand vous leur faites ce type de remarques. Mais il y a une différence entre le fait qu'elles peuvent le recevoir de façon, voilà, elles peuvent être vexées, elles peuvent trouver que c'est difficile à entendre parce que ça les ramène à, en fait, à une forme de vérité biologique qui ne dépend pas de nous, en fait. On ne fait que rappeler des choses basiques. C'est comme si je viens vous dire que 2 plus 2 égale 4 et que vous êtes convaincu que 2 plus 2 égale 5 et que pour vous, c'est 5, pour moi, c'est 4 et que je démontre par A plus B que c'est 4 et que c'est douloureux pour vous. Si je vous dis que la gravité existe et que vous n'avez pas du tout envie de vivre avec la gravité, que vous voulez planer là dans les airs, bah oui, ça va vous déranger parce que je vais venir vous le rappeler. Donc oui, c'est peut-être un peu douloureux pour les gens qui vivent justement dans leur bulle où en fait, le problème c'est qu'on est dans une époque où on protège sans arrêt les gens des vérités et de la réalité. On traite ces personnes comme des bébés, comme des gens qui ne sont pas des adultes, comme des enfants qu'il faudrait protéger sans arrêt. Et ça c'est pas gentil en fait. Parce qu'on nous reproche sans arrêt d'être des méchantes. Mais en fait, dire la vérité aux gens, c'est pas méchant. Par contre, les alimenter dans en fait une illusion, ça, au bout du bout, nous, on estime que ça, c'est très méchant de faire ça. Parce que ça leur rend pas service, ça ne leur rend pas service. Et puis ces gens s'enfoncent dans une idéologie où ensuite ils font des opérations qui sont... Enfin, on décrit les opérations dans ce livre. Je vous invite à lire le livre pour vous rendre compte de ce que sont ces opérations. Ensuite, vous aurez les bons mots pour pouvoir googler en ligne si vous voulez vous-même vous rendre compte de la réalité de ce que c'est. Donc, on envoie les gens qui ont justement un trouble de l'identité faire des opérations qui parfois, honnêtement, sont proches de la boucherie, avec des médecins qui, en fait, profitent
du mal-être de ces gens pour en faire parfois un business et qui ne s'occupent absolument pas des conséquences de ces opérations. Il y en a beaucoup qui n'ont aucune vie sexuelle ensuite. Il y en a il y en a un certain nombre qui veulent détransitionner et qu'on laisse complètement à la dérive parce que les cliniques de genre ne s'en occupent pas, ne savent pas quoi faire, ne savent pas quoi dire une fois que les dégâts sont faits parce que la plupart des transitions, surtout quand ça fait un certain nombre d'années, sont irréversibles. Donc en fait, non, c'est pas gentil de laisser les gens s'embarquer là-dedans. C'est pas gentil de leur dire oui à tout. Je suis désolée, mais ces gens-là, il y a encore pas si longtemps, on admettait qu'ils avaient un problème d'ordre psy. Aujourd'hui, la transidentité a été dépsychiatrisée. Mais prenons d'autres problèmes psy qui peuvent exister. Est-ce qu'on enfonce les gens dans leurs illusions? Est-ce que ça, c'est sympathique? Par exemple, on va prendre le cas de la schizophrénie. Est-ce que c'est gentil de dire à un schizophrène « Oui, c'est vrai, il y a 5 personnes qui te suivent tout le temps. Oui, c'est vrai, on va valider ça. On va faire de la schizophrénie affirmative. » Est-ce que ça paraît normal? Non, ce qui est gentil de faire avec une personne schizophrène, c'est lui dire « J'entends ta douleur, je sais que tu crois qu'il y a des gens qui te suivent toute la journée, mais dans ce monde-là, c'est faux. Dans ce monde-là, ce n'est pas vrai. Pour tous les autres gens là, dans cette pièce, il n'y a pas 5 autres personnes derrière toi. Ça, c'est pas vrai. Par contre, nous entendons ta douleur et nous savons que tu penses véritablement ça ou que tu vois véritablement ça. Et nous disons ça aux personnes trans. Nous savons qu'effectivement, tu souffres réellement. Tu penses probablement que tu es véritablement une femme. Mais pour toutes les personnes dans la pièce, pour toutes les personnes dans la rue, tout le monde sait que tu n'es pas une femme. Et ce n'est pas gentil que les autres là viennent te valider et dire « Oui, tu es une femme ». Les gens mentent, les gens te mentent. Et c'est ça la vérité. Ça pose la question de la psychiatrie, parce qu'en fait, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs été dépsychiatrisé par Roselyne Bachelot en 2009, si j'ai bien suivi ce que vous disiez. Mais c'est un débat qui est posé, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une question psychiatrique quand on parle de transgenrisme, transsexualité? Forcément. Eh bien, c'est tout le débat, effectivement, parce qu'avant, on parlait de transsexualisme, et donc la transsexualité rentrait effectivement dans les affections psychiatriques. Et donc, on estimait que ces gens avaient une dysphorie de genre, et que après un certain temps, malgré un certain nombre d'années parfois de suivi en psychologie ou psychiatrie, eh bien, on arrivait aux limites de ce qu'on pouvait faire pour eux et on acceptait les transitions. Aujourd'hui, on parle de transgenrisme. Ce n'est pas la même chose que le transsexualisme. Le transgenrisme est une idéologie. Le transsexualisme était considéré comme une pathologie. Donc en fait, aujourd'hui, justement, le transgenrisme utilise une pathologie qui touchait véritablement une minorité de personnes, hein, ça on ne le nie absolument pas, pour en faire en fait un projet de société où on explique aux gens que le sexe n'existe pas, le sexe est un spectre, il y aurait 48 genres ou sexes, on confond les mots et on dit aux gens qu'ils ont été assignés d'un sexe, d'un genre à la naissance. Donc c'est là qu'il y a un basculement, justement. Et c'est là qu'il y a une instrumentalisation d'une pathologie. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, on propose de parler un peu plus de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le profil de la personne qui transitionne? Est-ce que c'est plus des hommes? Est-ce que c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus des jeunes, des personnes âgées? Est-ce que ça concerne toutes les classes sociales? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait? Alors, il y a 10-20 ans, c'était davantage des hommes qui transitionnaient, un peu sur le tard, la quarantaine, la cinquantaine passée. Donc des hommes qui souffraient d'une dysphorie de genre, souvent depuis l'enfance. Donc la dysphorie de genre, c'est cette sensation d'être né dans le mauvais corps. Il y a plusieurs raisons à la dysphorie de genre des hommes. Le sexologue Ray Blanchard a théorisé une notion qui s'appelle l'autogynéphilie. En fait, ce sont des hommes qui sont sexuellement excités par l'idée d'être une femme et pour qui vraiment cette idée-là devient envahissante à un moment et ça devient une obsession en fait de transitionner, ça devient une obsession plus uniquement d'être une femme ou perçue comme une femme dans sa sexualité, mais ils veulent en faire un véritable mode de vie à tel point,
leur sexualité devient envahissante, enfin prend le pas sur d'autres aspects de leur personnalité. Et voilà, il y a aussi certains hommes qui transitionnent parce que par homophobie internalisée, un peu parfois parce que finalement ce sont des homosexuels mais qui ont parfois envie de plaire à des hétéros. Voilà. Il y a aussi certaines personnes, certains hommes intersexes qui transitionnent. Donc les personnes intersexes en fait, aujourd'hui, les médecins préfèrent parler de troubles du développement sexuel. Ce sont des personnes qui vont avoir une anomalie chromosomique au niveau de leur 23e paire de chromosomes, et donc qui vont être, par exemple, au lieu d'avoir un X et un Y, ils vont avoir peut-être 2 ou 3 X. Enfin, voilà. Il y a plein de formes d'intersexuation possibles. Et ce qu'il y a, c'est que l'intersexuation passe parfois inaperçue et parfois elle crée des conditions physiques vraiment handicapantes avec des hommes qui vont présenter, donc ça existe chez les hommes et chez les femmes, hein, l'intersexuation, mais comme là je parle du cas des hommes précisément, ça va créer chez certains hommes l'apparition de caractères sexuels secondaires plutôt féminins, comme par exemple des petits seins qui vont pousser ou bien un micro-pénis. Et donc ces hommes-là, par facilité, parfois préfèrent transitionner parce que comme c'est impossible d'être un homme, disons, viril, fonctionnel, et puis tel que le conçoit la société aussi, en fait, en fonction des normes sociétales, ces hommes-là préfèrent se rapprocher des normes féminines. C'est le cas d'Alexandra. Alexandra, c'est donc un homme intersexe qu'on a rencontré, dont on livre le témoignage dans notre livre. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a fait confiance pour nous raconter toute sa trajectoire de vie, qui nous a exposé ses difficultés, difficultés qu'elle nomme elle-même pathologiques, et donc les raisons de sa transition. Et c'est quelqu'un qui nous a expliqué aussi pourquoi elle considérait que l'idéologie transgenre lui nuisait. Donc voilà, ça, ce sont pour les raisons des hommes. Et puis, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ce sont principalement des femmes qui transitionnent quand même. Selon les services dans les cliniques du genre, on est à 70% de femmes, voire parfois plus. Et donc, chez les femmes, les profils sont différents. Souvent, les femmes transitionnent beaucoup plus jeunes, donc quand elles sont adolescentes ou bien jeunes femmes. Et on observe que, donc ça peut être aussi pour des raisons d'homophobie internalisée, des jeunes femmes qui en fait sont lesbiennes et ont du mal à accepter leur homosexualité. À titre indicatif, dans la clinique du genre Tavistock en Angleterre, qui est désormais fermée suite à des dérives graves, on estime qu'entre 60 et 70% des jeunes personnes qui étaient suivies se sont finalement révélées homosexuelles. Ça a été révélé par la journaliste Anna Barnes. Donc voilà, ça c'est un gros sujet aussi, l'homophobie internalisée. Et puis il y a aussi plein de jeunes femmes en fait qui sont dans un rejet de leur féminité, qui parfois ont subi des violences sexuelles et qui finalement associent leur féminité à quelque chose de douloureux, qui associent leur corps aux violences qu'elles ont subies et donc qui sont dans un rejet de leur corps. Et on estime aujourd'hui, selon les travaux de la docteure Lisa Littman, que la dysphorie de genre chez les adolescentes et les jeunes femmes, elle est souvent induite par l'entourage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas existante dès l'âge de 4-5 ans, comme le décrivent les hommes dont je viens de parler. Elle arrive petit à petit, ou parfois de façon très rapide, en 2 semaines, quoi. On parle alors de dysphorie de genre, d'apparition rapide, voilà, à l'adolescence par une forme de contagion sociale, donc à travers les réseaux sociaux, à l'école. On a dans notre livre, par exemple, le témoignage d'une femme qui s'appelle Tania, dont la fille Fiona a voulu transitionner et qui nous a raconté que dans l'école de Fiona, en Suisse, tout d'un coup, sur une classe de 20 élèves, 5 jeunes filles ont commencé à se déclarer trans. Et donc, Tania, elle nous parle de cluster, elle nous dit qu'il n'y a rien d'organique là-dedans. Donc voilà un peu pour les raisons des transitions. À quel point ce phénomène se développe? Parce qu'on a l'impression qu'on parle finalement de très peu de personnes. C'est quand même, normalement, ça reste ultra marginal et pourtant ça occupe une place grandissante dans le débat public. Donc on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi aussi peu de personnes. Justement, typiquement, on parlait, vous le rappelez dans le livre, Jean-Luc Mélenchon qui propose de constitutionnaliser la question du genre dans le cadre de l'élection présidentielle 2022.
Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? De constitutionnaliser la notion de genre, aller jusque-là. Et pourquoi tous ces gens, tous ces politiques nous bassinent avec l'identité de genre? Nous, on pense que c'est par électoralisme, en fait, tout simplement. On donne un chiffre dans le livre, je me rappelle plus exactement, mais ça chiffre en termes de billions. Le marché des consommateurs LGBT se chiffre aujourd'hui en termes de billions à l'échelle mondiale, même plus en termes de milliards. Donc en fait, premièrement déjà, pour les entreprises, c'est un énorme marché. Et en fait, pour les politiques, et les politiques de gauche notamment, c'est tout simplement par électoralisme en fait. Alors peut-être que certains y croient vraiment, mais nous on se demande régulièrement quelle est la proportion des gens qui croient vraiment à ce délire. Ça reste un mystère. On va parler maintenant un petit peu de l'aspect médical, c'est parce que vous l'avez déjà abordé, donc on va développer un petit peu, qui entoure les transitions. Donc comment on transitionne, jusqu'où on transitionne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le chemin que ces gens doivent parcourir et où ce chemin s'arrête? Alors il y a plusieurs étapes dans la transition. La première, ça va être la transition sociale. Donc c'est vous présenter au monde différemment, changer de sexe à l'état civil, changer de prénom, changer de vestiaire, voilà. Dans la transition sociale, vous avez aussi, par exemple, les jeunes femmes vont commencer à porter des binders, donc c'est des brassières qui aplatissent le torse, qui peuvent être le début déjà de problèmes de santé. En fait, ça paraît anodin, mais certaines jeunes femmes qui ont porté des binders témoignent aujourd'hui du fait que ça leur crée des sensations d'étourdissement, puisque le sang ne circule plus bien, des problèmes respiratoires, des côtes cassées, enfin voilà, rien que ça. Ensuite, il y a la transition hormonale. Donc, pour les enfants, on va donner des bloqueurs de puberté. Je rappelle que ces médicaments sont extrêmement graves, extrêmement nocifs pour les enfants. Normalement, ils sont administrés à des enfants qui ont une puberté précoce sur une durée de 2 ans, alors que dans le cadre d'une transition, c'est sur une durée de 6 ans. Et ces médicaments ont pour effet d'empêcher le développement du cerveau, d'empêcher évidemment le développement sexuel. C'est ça qui c'est l'effet recherché. On se retrouve avec des enfants qui, une fois adultes, ressemblent à des eunuques et qui sont infertiles. Et puis, ça empêche aussi le développement du squelette. On se retrouve avec des enfants qui ont de l'ostéoporose à 15 ans. Donc, les bloqueurs de puberté, c'est extrêmement grave. Nous, on soutient complètement le projet de loi des sénateurs Les Républicains qui veulent interdire les transitions médicales pour les enfants. On pense que c'est une urgence extrême et qu'il faut s'aligner sur des pays comme le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande, qui qualifient désormais l'administration de ces hormones trans à des enfants d'expérimentation médicale. Voilà. Ça se pratique dans nos hôpitaux en France. Il y a plus de 10 unités hospitalières qui administrent ces médicaments-là à des enfants. Il faut arrêter ça tout de suite. Ensuite, il y a les hormones croisées. Donc les hormones croisées, ça va être l'administration de testostérone à des femmes et l'administration d'œstrogènes à des hommes. Là aussi, il y a un souci, parce que chacune de ces hormones-là n'a été étudiée que sur le sexe opposé. C'est-à-dire que la testostérone, cliniquement, n'a été étudiée que pour qu'elle soit administrée à des sujets masculins et pas à des sujets féminins. Donc, premièrement, le problème, c'est que on n'a pas d'études sérieuses en fait pour savoir à long terme ce que ça va produire comme effet. Donc, c'est une administration qui se fait ce qu'on appelle hors autorisation de mise sur le marché. Donc, les médecins qui administrent ces hormones-là prennent une sacrée responsabilité et nous, on pense qu'il va y avoir des procès. D'ailleurs, outre-Atlantique, il y a déjà des jeunes femmes qui ont détransitionné qui attaquent leurs médecins en justice. Donc, la testostérone, ça va avoir des effets absolument spectaculaires sur les corps des femmes. Ça crée une hypertrophie du clitoris, une rétractation des organes génitaux internes, donc des utérus, de l'utérus, des ovaires, du vagin. Ça crée une pilosité faciale et partout sur le corps que vous pourrez enlever ensuite que grâce à une épilation définitive au laser, qui ne partira jamais, même si vous arrêtez de prendre de la testostérone. Et puis un certain nombre aussi de risques cardiovasculaires, etc. Donc c'est pas anodin et beaucoup de ces effets-là sont irréversibles. Pour les hommes, les effets sont un peu moins graves, mais il y a aussi quand même beaucoup de risques cardiovasculaires. Il faut un suivi médical très très poussé. Donc ça, voilà, c'est une autre étape dans la transition. Et puis l'étape finale, c'est l'opération dite de réassignation sexuelle, où en fait on procède à l'ablation totale ou partielle des organes génitaux.
Donc c'est vraiment ça le terme médical. Et pour nous, il est choquant quand même. Procéder à l'ablation d'un organe sain, c'est choquant. C'est comme si on vous disait, par exemple, je sais pas, une personne qui a envie d'être handicapée, qui voudrait qu'on lui coupe le bras. Est-ce que si tu as envie qu'on te coupe le bras, tu vas voir un médecin, il le fait? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça sur les organes génitaux? Donc ablation des organes génitaux, puis on recrée un simulacre du sexe opposé qui ne sera jamais pleinement fonctionnel. Bon, ces opérations-là, c'est vraiment, ça consiste en une boucherie. Enfin, on vous invite à lire le livre pour en savoir plus. Honnêtement, on a lu beaucoup de protocoles médicaux. Enfin voilà, on en rend compte de façon assez sérieuse. Et enfin, la fin de votre question, c'était quand est-ce que ça s'arrête? Et cette question-là, elle est très intéressante en fait. On a interrogé dans notre livre une femme trans, donc un homme transféminin, quelqu'un qui est né homme et qui a transitionné à partir de l'âge de 35 ans, qui s'appelle Madeleine. Et Madeleine, elle nous a raconté... Donc c'est quelqu'un... Voilà, on en parle dans notre livre parce que justement, Madeleine est opposée à l'idéologie transgenre et considère qu'on fait beaucoup trop de prosélytisme actuellement. Et puis elle déplore aussi le fait que, à un niveau médical, en fait, elle aurait bien aimé être prise en charge autrement. Elle aurait bien aimé qu'on lui propose une autre solution pour traiter sa dysphorie de genre que l'ablation de ses organes génitaux. Elle est parfaitement lucide là-dessus. Et Madeleine, quand on lui parle de ça, de jusqu'où on va, en fait, quand est-ce que ça s'arrête, elle nous parle d'un petit vélo dans sa tête, d'un petit vélo qui s'arrête jamais, et aussi de shoot d'adrénaline, en fait, et d'une forme d'euphorie, en fait, à chaque étape de la transition. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez de la vaginoplastie, vous avez cette phase d'excitation qui dure un certain temps et qui, au bout d'un moment, retombe. Et quand l'excitation retombe, en fait, vous vous dites, mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour aller encore plus loin? Et donc, en fait, les personnes trans sont souvent prises dans cette espèce de forme d'engrenage comme ça, aller toujours plus loin. Et en effet, quand est-ce que ça s'arrête? Et finalement, en réalité, il n'y a pas de fin parce que vous ne pourrez jamais devenir une personne du sexe opposé. Chez l'être humain, le sexe est immuable. On ne change pas des chromosomes. Il y a aussi Alexandra, qui est donc cet homme transféminin intersexe dans notre livre, qui nous a confié qu'il y a un certain nombre de ses amis qui ont transitionné. Et effectivement, au tout début, très euphorique, après la vaginoplastie, etc. Et puis en fait, certaines se sont suicidées ensuite. Parce que malheureusement, des fois, ça ne correspond pas déjà à leurs attentes. La vie sexuelle espérée n'est pas au rendez-vous. Et puis, ça retombe. Et puis, les personnes se rendent compte, au bout d'un moment, que la société les considère de toute façon toujours pas comme des femmes, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas non plus changer. Les mains, on continue à voir que parfois c'est un homme, malgré beaucoup de chirurgie esthétique sur le visage. Il y a souvent quelque chose qui trompe. Parfois c'est la voix, parfois... Enfin, il y a toujours un petit signe qui rappelle ou qui fait que les gens en face vont peut-être douter. Et puis il y a aussi l'insatisfaction avec leur corps qui parfois les mène, malgré tout ce parcours chirurgical, à ne plus du tout avoir envie de vivre. Et pour certains, c'est encore pire après. Et on a estimé que ça coûtait à minima 100 000 €. On rembourse tout, mais par contre, la transidentité n'est plus une maladie. Il y a un entrisme de l'idéologie transgenre dans les écoles, c'est sûr, mais pour les enfants, la problématique, ça va aussi être les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de médecins qui sont véritablement passionnés par l'idée de transformer un pénis en vagin. Les mots que vous employez conditionnent la façon dont vous allez voir le monde, en fait. Cet indice-là, il va noter les entreprises selon à quel point elles sont trans-inclusives. Des influenceurs trans qui veulent éloigner les jeunes personnes de leur famille en incriminant les parents. On est en train d'expliquer à toute la société que finalement on peut être une femme et avoir un pénis et que donc pourquoi pas transférer son esprit dans un ordinateur. Voilà où ça risque de nous mener.